Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, nous sommes en direct. Israël attaqué par des missiles balistiques, l'Iran attaqué par les États-Unis et d'Israël. Et l'île de Karg, le joyau de la couronne, la clé de la fin de cette guerre, avec en jeu les Marines des États-Unis d'Amérique, l'un des corps militaires les plus durs, les mieux entraînés et les plus létaux que l'histoire ait connus. Les Marines se préparent en ce moment pour la plus grande invasion d'une île depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, ici, dans Stratégie militaire, tous les détails. Comment cela se passerait-il? Comment cela serait-il fait? Comment et quand l'île appartiendrait-elle à Donald Trump? Les amis, votre like, vos commentaires. Ici, c'est Stratégie militaire. On y va à fond. C'est parti. Stratégie. Les amis, bonsoir, bienvenue sur Stratégie militaire. 20 secondes avant que des missiles nous attaquent. Ils sont en route? Mon Dieu, la soirée commence, l'émission commence et nous sommes déjà sous attaque. Il semble que l'Iran attendait précisément que nous commencions. 17 villes. Nous avons des objets dans 17 villes, nous activons l'alarme. La nuit commence, les amis. Le Negev commence là. La nuit commence. Ils vont attaquer Dimona, des missiles sur Dimona. Des missiles sur Dimona, on ne va sûrement rien voir parce que les missiles vont sur Dimona, mais nous sommes attaqués. Bienvenue à tous sur Stratégie militaire, nous sommes en direct. Salutations à nos amis de Beersheva. L'autre jour, l'Iran lançait une attaque avec des munitions à grappe. L'Iran a tué 4 personnes. On pourrait même dire jusqu'à 5 parce qu'une jeune fille était enceinte de 6 mois. Personne n'en a parlé à la télévision, personne n'a rien commenté. Ce sont des victimes silencieuses de ce conflit. Pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans, qu'ils sont palestiniens. Et cela ne semble pas intéresser ou ne se vend pas. Le récit des médias occidentaux selon lequel Israël massacre tout le monde au Liban et en Iran. Bienvenue à tous, Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Nous allons maintenant commencer à donner des informations. Merci. Sur ce qui va se passer, alors restez calmes. Bienvenue à tous. J'ai été chez le médecin. Bon, je vous raconte un peu des choses personnelles. J'ai été chez le médecin, ils m'ont fait une bonne injection de je ne sais pas quoi. Peut-être que le Mossad m'a implanté une puce ou autre chose. Et peut-être que bientôt il va m'arriver quelque chose de bizarre. J'ai une possession diabolique, je ne sais pas trop, je m'y consacre pas mal. C'est une expérience assez intense. J'espère que la douleur va passer. J'ai toujours mal. La vérité, c'est que ça ne part pas, c'est évident. À un moment donné, je vais devoir arrêter de faire des directs parce que en ce moment, je ne suis pas à 100% et je vais bien. Mais évidemment, il y a des choses qu'on doit voir et dont on doit parler. L'île de Karg. En ce moment, un groupe de combat amphibie se dirige là-bas, rien de moins que celui des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un fantasme que les États-Unis veulent gagner cette guerre. C'est inévitable, c'est une réalité. Pour cela, nous aurions déjà plus de 1000 marines en train de se préparer pour partir vers le golfe Persique. L'Iran a adopté une stratégie de défense prévisible.
Tout le monde savait que l'Iran fermerait le détroit d'Ormuz. Rien de nouveau, cela n'a surpris personne. Bien que Kani ait dit aujourd'hui qu'il y aurait des surprises, bien que Kani ait dit aujourd'hui qu'il y aurait une série de situations délicates, ce n'est pas le cas, selon des sources de Reuters. Dans ce cas, l'Irak a déclaré la force majeure sur tous les gisements pétroliers exploités par des compagnies pétrolières étrangères, invoquant un conflit en cours, y compris les attaques iraniennes contre les infrastructures énergétiques des pays du Golfe comme raison de cette mesure, selon le rapport qui cite des responsables au courant de l'affaire. Compte tenu de la situation, le ministère a ordonné l'arrêt total de la production dans les zones de concession concernées sans qu'aucune compensation ne soit versée, conformément aux termes contractuels. C'est beaucoup de texte que je viens de dire et je vais l'expliquer très rapidement pour commencer à le résumer. Tout. Puits de pétrole ou exploitation pétrolière. En ce moment même en Irak, le 21 mars 2026, à 1h20 du matin, il cesse d'être exploité par toute entreprise étrangère. L'Irak vient de porter un coup de facto au contrat des entreprises américaines, des entreprises européennes, françaises, du Royaume-Uni. L'Irak vient de fermer ses puits de pétrole à l'instant. Il les a fermés pour éviter qu'ils ne soient attaqués. L'Iran a dit à son subalterne, qui est l'Irak, tu fermes les puits de pétrole tout de suite, ou je les fais exploser. Le tyran de la région, comme le dit Donald Trump, le voyou du quartier, qui s'appelle l'Iran. Faisant peur à tous les pays de la région, l'Union européenne, l'OTAN, continue de rester inactive à certains endroits. C'est tout récent, une nouvelle de maintenant, à l'instant. En este momento. Je vous souhaite la bienvenue. Il va y avoir beaucoup d'informations que nous allons voir, nous allons parler de cette invasion, nous allons aborder des sujets qui n'ont pas été évoqués. Pour l'instant, il n'y a rien concernant cette attaque à Beersheva, dans la région de Beersheva, la région du Negev, la région de Dimona. Pour l'instant, une explosion nucléaire, je sais que certains aimeraient qu'il y ait des explosions nucléaires et de la radiation partout en Israël, transformant les gens en zombies. Actuellement, nous n'avons rien de cela. Désolé de vous décevoir, ce n'est pas votre soirée. C'est comme ça. Avant d'entrer dans l'île de Kar, nous devons voir plusieurs choses. Pourquoi l'île de Kar est-elle nécessaire? Que signifie l'île de Karg? Et qu'est-ce qu'on peut obtenir en conquérant l'île de Karg? Quel est son prix? L'île de Karg est la plus grande raffinerie d'Iran. Depuis cet endroit, les pétroliers sont remplis de carburant qui est ensuite vendu à bas prix dans le monde entier. Ensuite, cela rapporte beaucoup à l'Iran. C'est une affaire très lucrative car ils ne déclarent pas cet argent sur le marché international, ils vendent leur pétrole en dehors du marché international, tandis que d'autres pays détournent le regard. C'est de la concurrence déloyale, ils le vendent à un prix bien inférieur à celui du marché. Mais cela leur sert, entre autres, à financer plus de 7 milliards de missiles balistiques et des drones. Quelque chose censé aller à leur population, mais qui n'y va pas. Parce que l'objectif prioritaire, la nécessité impérieuse, la plus importante, aussi importante que l'Iran, mais ce n'est pas si important, l'Iran, c'est de détruire Israël, les États-Unis et les infidèles. Non, ceux qui ont un amant, ceux qui ne croyaient pas au schisme. Nous allons dire les termes. Faudrait pas que quelqu'un pense que les infidèles sont ceux qui sont ou qui partent avec une autre, une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, sixième partenaire. Non, 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 ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas ça du tout. Alors soit cette île de Karg génère beaucoup d'argent. Sans cela, l'Iran ne peut pas exporter, il ne peut rien faire. Plus de 30 millions de barils de pétrole sont stockés dans ces installations, dans ces méga dépôts que vous voyez, du pétrole léger qui sert à fabriquer du carburant. Il y a quelques nuits, les États-Unis bombardaient l'île, les États-Unis détruisaient les défenses antiaériennes de l'île. Donald Trump l'annonçait, il disait qu'il avait plus ou moins épargné
L'île parce qu'il dit qu'il aurait pu la raser. À tout moment. Sophia. Donald Trump? Au fait, va-t-on changer la couverture? En voyant le nom, je veux qu'il soit bien écrit. Vous savez que je suis un désastre avec les noms et l'orthographe parce que ça fait de nombreuses années que je n'écris plus en espagnol et c'est très difficile pour moi. Bien sûr, il y a des choses là-dedans qui attirent beaucoup l'attention. Comment diable Donald Trump va envoyer là-bas une force expéditionnaire de Marines, rien que ça, pour capturer l'île. Comment va-t-il faire ça? Comment va-t-il faire cela avec peu de pertes? Combien de temps va-t-il garder l'île? Quelles sont ses intentions? Et si possible, si cela peut être fait, eh bien ce programme sera diffusé ce soir. Il s'agira ce soir de stratégie pure et dure, militaire, et pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Pendant que nous recevons des informations sur les attaques, comme ce missile qui a été lancé contre des Bédouins, il peine déjà à faire passer des missiles par le centre du pays. Nous recevrons des infos sur cette attaque. Je vous demande de la patience pendant que les informations arrivent. Nous suivrons tout ici dans les dernières nouvelles et dans Stratégie militaire, avec tous les détails, petit à petit. L'île de Karg n'est pas un endroit quelconque. Nouveau sur le plan militaire dans la guerre contre l'Irak. L'Iran a déjà été attaqué à son époque, il a aussi subi ces attaques, il a également subi une série de harcèlements. On peut déjà sortir des abris, la fin d'alerte vient tout juste de retentir en ce moment. Et cette île, c'est bien, évidemment, cela signifie un point stratégique tant pour le Golfe Persique qu'à l'échelle mondiale. En ayant l'île de Karg, on contrôle tout le pétrole du pays qui possède l'une des plus grandes réserves. Avec le Venezuela, les États-Unis comptent parmi les plus grands. Avant de débuter cette opération, l'opération du Venezuela avait déjà commencé. Maintenant, les choses commencent à prendre sens. D'abord le Venezuela, ensuite l'Iran, puis Cuba. Sans l'île, les rivaux économiques des États-Unis se retrouvent sans pétrole. La Chine, par exemple, va avoir un problème parce qu'elle devra acheter sur le marché international au même prix que les autres acheteurs. Et cela va signifier, ni plus ni moins, qu'ils ne seront plus aussi compétitifs. Par conséquent, les produits chinois vont devenir nettement plus chers. En plus de cela, Donald Trump va récupérer l'argent qu'il dépense actuellement dans cette opération militaire, en contrôlant l'exportation des hydrocarbures de l'Iran. De la même manière qu'il le fait au Venezuela, il le fait déjà et il va continuer à le faire. Donc là, nous savons déjà qu'une partie importante de l'argent, de ce qui est dépensé en ce moment pour plus de 8000 munitions déployées contre plus de 8000 cibles, est-ce que cela va être récupéré? Tout cela avec une île? Indépendamment du fait qu'il y ait un accord économique ou non, ou que le régime survive ou non, l'île va passer sous le contrôle des États-Unis. Mais bien sûr, nous évoquions que l'Iran avait fait quelque chose d'assez intéressant. Pour empêcher les navires de passer par cette zone. D'ici tout près de la côte, imaginez ici un pétrolier. En train d'arriver. Nous sommes maintenant dans le détroit d'Ormuz, nous avons laissé Karg au nord, nous nous concentrons ici sur le point clé de toute cette histoire, parce que bien sûr, pour envahir l'île, il faut déployer des unités navales. Tu devrais au moins, il y a d'autres options, mais normalement tu as besoin de navires amphibies pour y entrer, qui se trouvent au nord du golfe Persique, dans la baignoire du pétrole. Bien sûr, tu peux dire, bon, et s'ils entrent tout près par ici, avec une équipe amphibie, un destroyer, quelques destroyers et des navires de débarquement très rapprochés, à la côte d'Oman, en s'éloignant le plus possible de l'île de Keshm. En regardant ici, à une certaine distance, eh bien environ 50 km, quelque chose comme ça, il pourrait entrer par là, il pourrait traverser par là. Eh bien, nous avons un problème. L'Iran a posé des mines. Ce que vous entendez, l'Iran a largué des mines dans cet espace que vous allez voir ici.
sur 50 km. C'est-à-dire, vous avez vu le film 300, n'est-ce pas? Ouais. Par les Thermopyles Marines, ce sont les Thermopyles marines. Ah, c'est sérieux? Excusez-moi de rire, vous savez que je suis très sarcastique, mais voici les Thermopyles, voici le mur des Thermopyles. C'est rempli de mines, ils ont mis des mines là-bas. L'Iran, pour que les navires paient pour passer et obtiennent l'autorisation de passage, ils doivent traverser ici. 7 km, 7. Nous allons peindre ceci en rouge. C'est pourquoi nous avons vu l'autre jour qu'un pétrolier devait traverser, contourner l'île de Larak et poursuivre sa route en évitant de passer par la barrière de mine. Intelligent, n'est-ce pas? Mais en plus, l'Iran, depuis leur port caché, ceux dont nous avons dit qu'ils ont été bombardés, mais pas avec un grand succès. Nous allons chercher ceux qui sont par ici en bas. Depuis ces endroits, ils ont réussi, en sortant avec des vedettes rapides, à attaquer des navires qui sont ancrés dans toute cette zone ici. En fait, nous voyons qu'il y avait des traces d'incendie sur l'image satellite. Par conséquent, les États-Unis doivent d'abord lancer une opération de déminage pour nettoyer ces 50 km d'ici, dans des conditions où ils vont se faire attaquer par des drones et des missiles comme s'il n'y avait pas de lendemain depuis la 2e ou 3e ligne de défense de l'Iran. C'est pour cela, rien de plus, rien de moins, c'est pour cela. Par cette zone-ci, ils ont des rampes de lancement de drones, ils ont des installations souterraines, ils ont plein d'endroits. C'est pour ça que l'autre jour, les B2 ont bombardé cette zone ou du côté de Bandar Abbas. C'est pour ça que la zone a été détruite, la zone portuaire de Bandar Abbas, la zone militaire, et c'est pour ça aussi les silos de Bandar Abbas. Ceux que nous voyons par ici étaient là l'autre jour, étaient en train d'être détruits. Tout cela parce qu'il faut ouvrir le détroit d'Ormuz. On ne peut pas prendre l'île si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert. Pour que les dragueurs de mines travaillent, ils ont besoin d'une couverture anti-aérienne. Et pour avoir une couverture anti-aérienne, ils vont devoir amener plus d'avions, plus de navires anti-aériens, un destroyer, un croiseur, des lance-missiles, qui assurent la couverture et la défense anti-aérienne de l'opération. Une opération dangereuse. Premier point. Une fois que les États-Unis rompent tout le détroit d'Ormuz, ils contrôlent cette zone. Cela peut aussi inclure le déploiement de soldats sur l'une de ces îles. Ça n'est pas de la folie. Sur une de ces îles, des soldats américains pourraient être déployés pour empêcher toute embarcation de passer. Alors, on peut mettre le cap au nord, en direction de Karg. Cela si on utilise la voie du débarquement amphibie. Il y a plus d'options, Je trouve ça assez utopique, peu réaliste aujourd'hui, vu la situation. D'abord, parce que les B-52, on les a vus aujourd'hui, et ils bombardaient encore avec des missiles de croisière, ils n'ont même pas encore commencé à larguer des bombes de précision. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de supériorité aérienne totale. S'il y en avait, si cette zone était déjà complètement libre de défense anti-aérienne, eh bien, avec les B-52, tu pourrais vraiment faire pas mal de dégâts et nettoyer quelques plages. Oui, tu pourrais le faire. Évidemment, cette île, l'île de Keshm, est pleine de puits naturels. Eh bien, l'Iran, rien de moins, notre cher Iran, a utilisé des œuvres d'art de la nature pour créer des puits et des rampes de lancement de missiles, et toute une série d'histoires qui ne vont pas faciliter les choses. Bien que dernièrement, nous avons vu que ce qui est le plus utilisé, ce sont des vedettes d'attaque. Donc ils n'auront plus de missiles anti-navires à lancer, car pour cela, ils doivent activer un radar. Pour lancer un missile anti-navire, ils doivent avoir soit un drone dans les airs, soit un radar au sol.
qui détecte le navire, qui guide le missile jusqu'à une distance proche du navire, puis que le missile puisse activer son propre radar pour rechercher le navire et l'impacter. Si cela se produit, si un radar est activé, il est détecté par un avion P-8 Poséidon. Et il est attaqué, détruit. Il n'y a donc plus de danger, ils ne peuvent plus utiliser de missiles navals, seulement des drones et des vedettes. Comment tu te protèges des drones? Je le répète, avec des navires dotés de défense anti-aérienne. Comment protèges-tu contre les vedettes? Avec la force aérienne. Une chose en entraîne une autre. Les drones aussi, tu t'en protèges avec la force aérienne, les deux choses. Bien. On a ça là-bas, il faut d'abord ouvrir Hormuz. Ça ne sert à rien, cette histoire d'entrer par ici, de se faufiler. Ça ne marche pas, mec. Je ne pense pas qu'ils vont creuser un tunnel. Je ne pense pas qu'ils vont passer par là. 4 bombes nucléaires, comme quelqu'un le disait récemment sur YouTube. Non, ils vont larguer des bombes nucléaires et tout détruire ici. Et comme ça, ils pourront traverser. Et les rêves et les fantasmes. Au cinéma, la guerre, sur la carte de bataille, sur le champ de bataille. Bien, laissons ce sujet, il suscite beaucoup de discussions, comme l'ouverture du détroit d'Ormuz. Mais allons maintenant sur l'île de Karg. C'est ici la partie importante, ce que les gens veulent savoir. Comment cette île va-t-elle être prise sans la détruire? Parce que, bien sûr, tu ne veux pas la détruire. Comment tu la prends? Il y a des forces, quel est le nombre de personnes qui la défendent? Où sont-elles? Combien sont-elles? Nous allons expliquer cela ici en termes de stratégie militaire. La famille, nous sommes en direct en ce moment. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Vous savez déjà que... Sinon, la chaîne ne grandit pas. Nous sommes en route vers le demi-million, c'est essentiel. En géographie, je suis vraiment nul. Je suis très mauvais en géographie. Même si ça ne paraît pas, je la ratais toujours. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Je la ratais. Milio. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour à Karg? C'est ça qui s'est passé. L'autre jour, l'île de Karg a été attaquée. Une opération d'attaque a été lancée contre l'île. Pour cela, on utilisait des munitions lancées depuis les airs et aussi depuis la terre. Des missiles ATACMS ont été utilisés pour attaquer la défense anti-aérienne. On a attaqué l'aéroport. Défense anti-aérienne, arsenaux et aéroports. Regardez cette image. Vous voyez les munitions exploser. Vous voyez les munitions en haut, dans cette zone ici. Regardons-le à nouveau. C'est impressionnant quand un attaque MS tombe. C'est impressionnant. C'est de la folie pure. Regardez bien le détail que je veux vous montrer sur l'image, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment frappant, très frappant, c'est vrai. Les défenses anti-aériennes sont-elles détruites? À cet endroit, regardez ici. Vous voyez ici, vous allez voir ici comment elles commencent à exploser. Vous voyez les munitions, comment elles commencent à produire des flashs et à être détruites. La piste de l'aéroport est là. Et les entrepôts, la piste de l'aéroport et les entrepôts.
Consultons la carte pour comprendre pourquoi cela est détruit et quel en est le sens. Pourquoi les ports, les quais ne sont-ils pas détruits? Pourquoi cela n'est-il pas détruit? Est-ce que ça a du sens? Y aura-t-il... Regardez, faut-il différencier quelque chose sur l'île? La zone sud de l'île. Et la partie industrielle, la zone nord. Est, c'est la zone civile, la zone militaire et l'aéroport. La zone nord-ouest est la zone militaire et de la centrale électrique de l'île. Nous allons commencer à le voir d'une autre manière. Je pense que c'est important. Deuxièmement, nous changeons la carte. Nous changeons. Et maintenant, nous allons le voir différemment. Sur cette carte, nous devons prendre en compte plusieurs choses. Une, option hauteur, point stratégique. Et des cibles d'opportunité. L'île de Karg, comment la prendre? Ça devient intéressant. Allons-y. Si Donald Trump a bombardé l'aéroport, c'est parce qu'il ne veut pas que des renforts arrivent sur l'île. C'est une île qui, d'après les informations dont je dispose, ne produit les services nécessaires à sa survie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau potable pour toute la population. Il faut l'apporter par bateau ou par avion. Il n'y a pas de division de l'armée. Et elle est protégée par la garde révolutionnaire et par la marine. Voici le port de la marine de la garde révolutionnaire. Ces navires ont sûrement déjà été détruits. Ces ports-là ne sont pas touchés, ce sont ceux du pétrole. Mais il y a un problème sérieux. L'île de Karg est trop proche de la côte. C'est ça, l'île de Karg est trop proche de la côte, elle est trop proche de Boucher. Protégée par la défense anti-aérienne de Boucher. Elle aurait pu être défendue avec des systèmes anti-navires. Elle aurait pu être défendue depuis la côte, mais tout cela n'existe plus, tout a disparu. Tous ces systèmes anti-aériens qui étaient installés sur l'île juste à côté, ne fonctionnent plus non plus, ils ne sont plus disponibles non plus. Cette zone a été balayée par Israël et les États-Unis, donc aucune défense ne viendra d'Iran. L'île est seule. Il y a une garnison de la garde révolutionnaire, des fanatiques prêts à mourir jusqu'au bout qui vont la défendre. Quelles options avons-nous? La piste de l'aéroport, nous savons déjà qu'elle n'est pas opérationnelle, elle a été détruite, donc l'atterrissage pour un assaut aérien sur celle de l'aéroport n'est pas possible. Avec un avion C-130, attention, nous avons encore des options de combat aérien, et je pense que c'est par là que ça va se jouer. Au fait, ceci est un de ces bateaux de la gardien de la Révolution en patrouille autour de l'île. Il faut éviter la zone urbaine, il y a des civils, il y a beaucoup de rues. Ce serait entrer en guerre, une sorte de petit Vietnam, ce qui ne nous intéresse pas.
L'important, c'est de sécuriser l'installation pour qu'elle ne soit pas non plus détruite par une sorte de sabotage ou par une immolation du régime. Nous avons des ports disponibles dans cette zone. Ici, nous voyons les quais et les zones de débarquement. Ces zones ici, ces plages, peuvent être utilisées pour le débarquement, mais elles présentent un problème. Elles se trouvent sur un terrain beaucoup trop bas par rapport au terrain situé ici en haut. Regardez, même si vous ne le remarquez pas beaucoup, il y a une différence de terrain. L'île a entre 70 et 420 mètres de hauteur, ce n'est pas une île élevée. Mais ici, dans cette zone, évidemment, on pourrait envisager une défense de la part des djihadistes, de la gardien de la révolution. Ce qui fait que, peut-être, cette zone n'est pas si avantageuse. Dans une première étape, lors du premier assaut, peut-être que cette zone ne soit pas favorable. Parce que ce que tu fais, c'est que tu t'enfermes ici à l'intérieur, dans un trou où ils vont te tirer dessus au mortier, ils vont tout te lancer dessus. Depuis la ville, sûrement depuis cette zone, parce que les distances sont très courtes, c'est 2 kilomètres. Depuis la ville jusqu'à ce trou. À partir de là, il s'agit de t'enterrer toi-même, tu dois chercher de l'espace. Tu dois chercher une zone qui te donne rapidement un avantage tactique sur le terrain. Une zone qui soit éloignée des civils et qui assure aussi la capacité de générer de l'électricité pour l'île, d'alimenter l'île. Cette zone ici, cette zone que nous voyons ici, celle de la centrale, est peut-être l'une des zones qui aurait le plus de chance. Pour commencer une opération terrestre sur l'île, ce serait celle-ci. Nous évitons quelque chose d'important, de nous retrouver face à la zone continentale de l'Iran. Il y a une autre option, il y a une île juste à côté, sur cette île qui n'est pas défendue. On peut déployer des équipes pour ensuite faire le saut avec des véhicules amphibies jusqu'à l'île. Mais nous avons un problème. Si l'Iran a déployé des armes anti-chars, elles seraient à portée. 4000 mètres jusqu'à la tête de pont. Jusqu'à l'aéroport, 4000 mètres en ligne droite, 4 km. Ça ne nous sert pas non plus dans une première phase. Si l'on veut agir par surprise, entrer par surprise doit se faire avec des véhicules aériens. Après un bombardement, opération Caracas, un bombardement est lancé sur des zones de l'île. On commence à bombarder à nouveau ces zones que nous avons vues, les zones où se trouvent les gardiens de la Révolution. De nouveau, la zone de l'aéroport. On crée une sorte de diversion dans toute cette zone ici, et les troupes arrivent à basse altitude en volant depuis certains des pays alliés. Cela peut être le Koweït, l'Arabie Saoudite. On peut l'utiliser, c'est un trajet depuis le Koweït. De 200 km. Depuis l'Arabie Saoudite, 200 km aussi. Et que ce serait possible. Je vois plutôt la voie koweïtienne, non, pardon, saoudienne, cette zone depuis le Koweït. Tu attires beaucoup l'attention, tous ces hélicos en direction de là-bas, tu attires beaucoup l'attention. Cependant, l'autre jour, on a vu un hélicoptère Chinook voler dans cette zone. Nous savons aussi que les équipes du SOAR, celles qui ont travaillé lors de l'opération Maduro, sont déjà au Moyen-Orient, une opération à 200 km avec des aéronefs. Les Osprey, les Chinook, les Little Bird, tous ces appareils lançant un assaut sur cette zone. Il est probable que tout commencerait dans cette zone, puis l'assaut s'étendrait vers ici. Pourquoi vers ici? Pourquoi dans cette zone? La même qui a été bombardée l'autre jour parce que c'est la zone en hauteur. Depuis cette butte, d'ici, depuis cette position élevée, tu as le contrôle de tout ce qui vient de la ville, de tout ce qui est derrière toi et de tout ce que tu as devant toi. C'est le point le plus élevé. Dans l'aperçu, on le voit là, c'est cette zone ici. En fait, dans la vidéo que nous regardions, il s'agit de cette zone. Cette zone que nous voyons. Regardez, ici vous voyez le terrain, l'ombre qu'il fait, là où il y a de la végétation dans la partie supérieure gauche.
Cette zone, c'est celle-ci. Cette colline ici, qui se trouve juste au-dessus des bunkers qui ont déjà été détruits. Il n'y a plus d'armes là-bas qui pourraient faire des dégâts. Ça te donne un grand avantage. Une très grande capacité d'observation te permet de couvrir toute cette zone pour la sécuriser. Attention, si tu prends la centrale électrique, toute l'île peut plonger dans l'obscurité. C'est pourquoi il est probable que l'opération ait lieu de nuit. En utilisant la technologie avec des lunettes de vision nocturne, comme à Caracas, hélico. Depuis la mer, ils débarquent tout le personnel, tous les marines, et commencent à sécuriser la zone. Une fois que cette zone est sécurisée, ils peuvent alors commencer à envoyer de plus en plus de logistique, continuer à avancer jusqu'à l'installation et la sécuriser, éviter la zone civile, c'est-à-dire éviter cette zone. Là, nous le voyons, rien ne doit pouvoir s'approcher, rien ne doit pouvoir aller au-delà de là, juste les hauteurs. De toute façon, il faut être honnête. Avec ça, la résistance de l'île va être très faible. Très faible. La plus grande menace n'est pas celle-là. La plus grande menace, c'est que l'Iran commence à la bombarder avec des missiles et des drones. Pour cela, ils vont devoir déployer des systèmes de défense ponctuels, les mêmes qu'il y a à Bagdad, par exemple, à l'ambassade, dans la zone verte, des systèmes CERAM transportés. Ils peuvent être transportés par voie aérienne. Peut-être qu'un Chinook pourrait en transporter un avec une station mobile. Il pourrait peut-être le transporter, on pourrait trouver un moyen. Il est sûrement possible de le faire une fois qu'on aura le contrôle de cela. L'île est tombée. Une fois que les hauteurs seront prises, la défense qu'il y aura sur l'île ne servira à rien. De plus, ce sont des troupes qui ne sont pas qualifiées pour ce type d'opération. Contrairement à d'autres îles, l'île de Karg n'est pas protégée contre une invasion. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair et que vous le compreniez. L'Iran possède de nombreuses îles, beaucoup, et sur beaucoup d'entre elles, il y a même des tranchées. Nous allons chercher par ici sur l'une d'elles pour que vous puissiez voir. Pas celle-ci. Celle-ci ne sert à rien. Regardez celle-ci. Ils ont là-bas des trous de combat, des grottes. Plus de zones où installer des niches de mitrailleuses. Ils ont des zones de bunkers, des anneaux de défense, une sorte de méga tranchée. Par ces chemins-là. Karg n'a pas ça. Elle ne l'a pas. L'île de Karg n'a pas ça. Nous voyons par exemple ces îles ici. Es aquí, fijaros. Celle-ci par exemple. Cette île est conçue pour résister à un assaut amphibie. Vous voyez ici cette tranchée, le bunker auquel on accède par là. Il y a une communication tout au long de la tranchée. Elle est renforcée avec du béton armé. Il y a des postes pour mitrailleuses, pour mortiers. Elle est conçue pour arrêter une invasion. Mais cela n'existe pas à Karg, cela existe ici. Esta isla. Celle que nous voyons ici s'appelle la Grande Toumbe. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle ainsi, mais c'est ainsi qu'ils l'ont décidé. Vous voyez? Cette île est très bien protégée, avec des trous de combat, avec des tranchées. On le voit encore ici pour éviter cette invasion. L'île de Karg n'a pas ça, donc l'île de Karg, d'un point de vue opérationnel, pour les États-Unis, c'est du gâteau. Ils n'auront pas à faire face à ce type de défense, n'est-ce pas?
Je pense que c'est assez clair. Comment cette île est protégée? Pourquoi? Parce que cette île se trouve au centre. Cette île sert à contrôler le détroit d'Ormuz, à contrôler tout le trafic qui passe par là. Cela les intéresse et évidemment, ils veulent ou voulaient la rendre très opérationnelle. En fait, regardez ici les vedettes rapides avec des lance-missiles. Histoire. Il y aura sûrement même un bunker souterrain. Il doit en avoir un à 100%. Et il aura même des missiles balistiques, et il aura 1000 choses. Mais ceci n'est pas l'île de Karg. Donc ce problème, ils ne vont pas y faire face d'aucune manière. Les États-Unis, quand Donald Trump va-t-il donner l'ordre? Je pense que c'est déjà fait. Donald Trump. L'opération a débuté lorsqu'il a bombardé les défenses anti-aériennes et coupé les communications de l'île. L'île doit sûrement rationner actuellement. En mode de consommation minimale de nourriture, de boissons, d'eau, pour tenir le coup. L'île est assiégée, rien n'entre, rien ne sort, des avions surveillent 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'aucun navire ne s'approche, et s'il s'en approche, il est coulé. Elle va tomber, elle peut tomber. Elle peut tomber. Il est possible qu'elle tombe, et elle va tomber. La famille, je veux voir vos commentaires dans le chat. Nous sommes en direct. Merci d'être avec nous. Merci pour vos super chats et votre soutien pendant ce sermon. Je sais que peut-être cette émission n'est pas aussi explosive que d'habitude. Le vendredi est peut-être le meilleur jour pour parler de ce genre d'opération, de ce genre de choses qui sont importantes. Quand cela peut-il commencer à se produire? Disons que l'Iran joue avec le feu, il attaque l'Arabie Saoudite, il attaque le Qatar, il attaque les pays du Golfe Persique. Trump a déjà envoyé le groupe de combat du boxeur pour qu'il se rende du Pacifique jusqu'au Golfe Persique pour... Ce groupe va sûrement se consacrer à nettoyer et sécuriser le détroit d'Ormuz. Mais l'assaut de Karg ne viendra pas, sûrement il viendra de ce groupe de combat. Je pense que nous devrions oublier cette scène idyllique de la Seconde Guerre mondiale. Des véhicules, je vais montrer quelques photos que j'ai réalisées. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais bien utilisée. Il faut savoir l'utiliser, pas pour dire des bêtises. Mais c'est assez intéressant. Je vais le montrer ici pour que vous puissiez voir un peu la doctrine de l'assaut amphibie que les États-Unis utilisent. Certaines choses sont applicables. Sur l'île de Karg, certaines ne s'appliquent pas car elles ne se produiront pas ou ne sont pas nécessaires. C'est une petite île. Ce n'est pas Majorque. Ce n'est pas une île des îles Canaries. C'est une petite île. Je crois qu'elle fait 60 km, pas plus. Il n'y a rien d'autre. Regardons ce schéma. Nous allons examiner la situation. No. D'abord, il faut bombarder. Nettoyer la zone, assainir la zone, il faut assainir la zone des menaces. Les mines qui auraient pu être placées sur la plage. Pièges explosifs, postes de mitrailleuses, postes de munitions anti-chars, lanceurs anti-chars, qui sont très dangereux lors d'un débarquement de ce type. Les navires lorsqu'ils lancent les véhicules amphibies de débarquement. Ces véhicules sont un peu lents dans l'eau, ils sont plus rapides sur terre, mais plus lents dans l'eau, ils sont donc plus vulnérables à une attaque. Avec un missile anti-char lancé et guidé par laser ou par optique, par télévision, on peut voir. Nous guiderons le missile vers lui visuellement. Nous avons vu comment l'Iran possède les missiles Alma, qu'ils peuvent lancer depuis une longue distance, à partir de 10 km. Voilà pourquoi il est difficile de lancer une attaque amphibie sans couverture, car les navires ne pourront atteindre la zone tant que le détroit d'Ormuz ne sera pas sécurisé.
Donc, on peut enlever cette partie, la partie de position ennemie fortifiée, celle du haut que nous avons là aussi, parce qu'il n'y a pas de position fortifiée. À l'intérieur de l'île, l'Iran ne les a pas construites. Il n'avait jamais pensé, il n'avait jamais envisagé qu'on pourrait l'envahir. Remarquez que la plus grande fortification qu'il y a à l'intérieur de l'île, c'est ce point que nous voyons ici, qui est un emplacement d'une batterie anti-aérienne, d'un canon anti-aérien qui n'était même pas là. On voit les câbles ici de la batterie. Un peu plus. Ici, il n'y a pas de tranchée, rien du tout. Ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu il y a 2 minutes. Sur l'autre île, sur une île différente, donc non, ici, ce n'est pas possible. Faire quoi que ce soit. Ici, un autre emplacement pour canon anti-aérien. Nous avons peut-être ici un silo ou quelque chose, on voit par ici. Un autre pour canon anti-aérien, c'est-à-dire que l'île est protégée. Une attaque de drone, une attaque aérienne. Mais ça, ils l'ont déjà effacé, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Les États-Unis l'ont déjà détruit, donc ce type de menace n'existe plus. Voilà. En revenant à la photo, ce qu'ils font, c'est évidemment avancer rapidement vers la plage, débarquer, prendre des positions avancées et attaquer les positions de résistance de l'ennemi. Cela se fait avec la couverture d'hélicoptères de combat, des hélicoptères de couverture. En même temps, on utilise de l'artillerie comme par exemple les attaques MS. Ou on peut utiliser, s'il y a encore un navire dans le golfe Persique, un navire qui lance de l'artillerie navale. On nettoie, on prend la position, on sécurise la position, et la logistique commence déjà à arriver, les véhicules. Et toute l'histoire qui suit derrière. Ça semble simple, mais il y a une histoire derrière. Comme vous l'avez vu, l'opération en Iran se prépare depuis des mois. J'irais même jusqu'à dire que ces bombardiers B-52 qu'on a vus au Venezuela ces derniers mois, ils ne faisaient pas une opération pour le Venezuela, ils se préparaient pour l'Iran. En fait, les trajets qu'ils effectuent, ils vont du Royaume-Uni jusqu'en Iran. Ce sont des trajets de milliers de kilomètres. Et maintenant, depuis Diego Garcia, c'est 5000 kilomètres, ce qui fait qu'ils couvrent à peu près la même distance que celle utilisée pour aller au Venezuela et revenir. Tout commence à prendre sens. Mais ce serait sûrement pour une autre émission de parler de la façon de prendre ces îles d'ici, car ce scénario est complètement différent. C'est une histoire totalement différente. C'est une île beaucoup plus grande, l'île de Kish. La population civile se trouve uniquement dans cette zone, qui est la pointe, cette petite pointe ici, la pointe sud. Nous avons ensuite une population résiduelle dans d'autres endroits. Plus, en regardant vers Bandar Abbas, juste en face, nous avons de petites villes, seulement une route principale. Nous avons également des hydrocarbures et des stations de chargement. Mais le reste de l'île, c'est un désert. C'est un désert où il y a des tunnels cachés. J'insiste là-dessus, il y a des tunnels cachés, des puits, des rampes de lancement de missiles et plein d'autres choses. Cette île, oui, c'est un défi. L'île de Kish, oui, c'est un défi. Beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe. Mais nous en parlerons un autre jour, voyons la situation. Actuellement, aucune victime n'est connue après cette dernière attaque. Passons aux dernières nouvelles. Désolé, nous n'avons pas mis beaucoup de vidéos, nous n'avons pas fait cela. Méga explosif. Parfois, les choses sont comme ça, tout n'est pas explosion et tout ça. Vamos. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis a émis des exemptions qui lèvent temporairement presque toutes les sanctions imposées aux navires pétroliers provenant de la République islamique d'Iran ou transportant du pétrole de ce pays, appelée autorisation pour la livraison et la vente de pétrole brut et de produits dérivés du pétrole d'origine iranienne, chargés sur des navires à partir du 20 mars 2026, valable pour les navires chargés avant 12 heures
du 20 mars 2026 jusqu'à 12h01, du 19 avril 2026. Vous comprenez cela? Le département des avoirs étrangers du Trésor, qui impose les saisies de ces navires ensuite arraisonnés partout dans le monde, etc. Il vient de lever les sanctions contre les pétroliers de la République islamique d'Iran qui transportent du pétrole de ce pays. Pour qu'ils puissent le vendre, des missiles pour qu'ils puissent le vendre, voyons où? Galilée? Haute-Galilée? On va mettre la caméra pendant qu'on en parle. Pour qu'ils puissent le vendre et traverser le détroit d'Ormuz. Ils sont parvenus à un accord? Cela peut tout changer. Un accord a été trouvé, les pétroliers iraniens partiront et en échange, les autres seront libérés. À partir du 20 mars, en vigueur pour les navires chargés avant minuit, 1 heure normale de l'Est, le 20 mars 2026 jusqu'à 12h, le 19 avril. On leur donne un mois, ils ont un mois pour vendre du pétrole. Ils vont dire que c'est une reddition. Les États-Unis gagnent du temps jusqu'à l'arrivée et à la préparation de l'assaut. Oh mon Dieu! Ou quelle vidéo nous avons là? Quelle vidéo? Ils viennent d'attaquer à nouveau avec des drones. Le centre diplomatique des États-Unis à l'aéroport de Bagdad. Nous avons la vidéo, mon Dieu. La nuit s'anime. Oh là là, vraiment, vraiment, ça s'anime. Allons voir ça. Une seconde. Voilà. Eh bien, il y a quelque chose qui brûle, quelque chose brûle, ça brûle. Bagdad. La garde révolutionnaire a donné l'ordre d'évacuer Ras El Khaimah, au nord des Émirats arabes unis, exhortant les résidents à quitter la ville immédiatement. La zone va être attaquée sous peu, car elle sert à attaquer l'Iran. Bon, voyons où c'est. Allons voir Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah, donc cette zone, mon Dieu, ces types sont fous. Voyons voir, ces types veulent. Mais. On a une photo, non? Ce n'est pas une folie stratégique. Ils ont perdu la tête. Ces gens veulent évacuer tout ça. Ils veulent que tout le monde quitte la ville. Et pourquoi? Pour qu'ils n'ouvrent pas le détroit d'Ormuz?
Et juste après cet ordre d'évacuation, apparaît le document annonçant la levée des sanctions. Là-bas, aucune base américaine n'existe. Il n'y a aucune base des États-Unis là-bas. C'est tout simplement de la propagande pure et dure, c'est aussi simple que ça, c'est de la propagande pure et dure. Moi, je n'y croirais pas trop, hein? Ras Al Khaimah. Tu ne peux pas l'évacuer, comment faire? Ils sont fous. Ils sont fous. Mais tout a du sens. Ils pensent qu'on va essayer d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais moi, cette note disant que les sanctions sont levées, ça me dérange. Voyons la note. Quelqu'un doit expliquer ça, hein? Le président doit expliquer ça. Quel genre de jeu est-ce que c'est? Voilà la note. Regardons-la. C'est vrai, c'est autorisé. Il est autorisé d'envoyer et de vendre. C'est choquant, hein? C'est un choc total. Je ne sais pas, mais cela ne plaira pas à certains. Ça ne va pas plaire à certaines personnes. Ça peut être la pression de la Chine, ça peut être la pression de la Chine. Et regarde ce que Donald Trump va lui dire. Regarde à propos du détroit d'Ormuz, à propos. Fais attention parce que Donald Trump, tu vois, c'est valable. C'est valable. C'est un stratège. Ce n'est pas surprenant. 3 jeunes ont été exécutés pour avoir protesté. Et toi, tu prévois d'escorter ces avions par le détroit d'Ormuz, avec ou sans armes? Nous sommes très bien là-bas. Nous sommes très bien partout. Tu sais, nous n'utilisons pas le détroit. Nous n'utilisons pas les États-Unis. Il dit que les États-Unis n'utilisent pas le détroit d'Ormuz. Il dit Les États-Unis, non. nous n'en avons pas besoin. Le Japon a besoin du détroit, la Chine, Corée, Japon, Chine. d'autres personnes. Donc ils devront s'impliquer un peu là-dedans. Il va devoir s'impliquer là-dedans. Je pense que ce que Donald Trump vient de faire, c'est un coup classique. Je lève les sanctions contre les navires iraniens, je laisse les navires iraniens circuler librement, et maintenant je dis à l'Europe. Eh bien, voilà, les navires ne sont pas sanctionnés par moi, ils sont sanctionnés par vous. Mais en plus, le détroit d'Ormuz reste fermé à vos navires, alors que ceux de l'Iran continuent de circuler. Et ces navires y vont aller en Chine, en Corée du Nord et dans tous ces endroits. Mais ils n'iront pas en Europe. Et l'Europe va continuer à avoir le problème. Pendant ce temps, les navires de Donald Trump arrivent déjà dans la zone d'opération en 15 ou 20 jours. Ils sont en position de combat et peuvent lancer l'assaut. Faites attention peut-être, ces troupes expéditionnaires des marines sont utilisées pour récupérer de l'uranium. Les 400 kilos, ça peut aussi être ce qui pourrait aussi être le cas. C'est qu'ici, il y a beaucoup d'histoires. Je le dis sérieusement, ici, il y a beaucoup d'histoires au milieu de nulle part, au milieu de tout ça.
Trump prépare quelque chose, il prépare quelque chose. Il a toujours un coup d'avance, il le sait, il sait déjà, Trump, il sait déjà ce qu'il en est. Les dégâts dans les bases des États-Unis, Dans la région s'élèvent à 800 millions. Il prépare quelque chose. le président prépare quelque chose. Au fait, nous avons une image du missile de Beersheva. Nous avons une image, regardons-la. Il semble qu'il ait été intercepté. Il s'est cassé, leur missile s'est cassé. C'est une bonne nouvelle. Aucune victime à déplorer aujourd'hui, aucun Palestinien, juif, chrétien ou arabe n'a été tué. Maronite, personne. Allez savoir. Allez savoir. L'affaire Trump. L'affaire Trump, je pense que ça va Être un coup fatal pour l'OTAN, pour tout le monde. Je pense que oui. Eh bien, regardez les tensions auxquelles on en arrive avec tout ça. Les forces armées danoises avaient prévu de faire exploser des aérodromes au Groenland si les États-Unis envahissaient le territoire. Les soldats envoyés au Groenland étaient équipés de réserves de sang et d'explosifs pour rendre inutilisables les pistes d'atterrissage à Nuuk, la capitale du Groenland, et à Kangerlussuaq, une petite ville située sur le cercle polaire arctique, selon ce qu'ont rapporté 2 responsables européens à la Société de radiodiffusion. Pauvres ours polaires et pauvres baleines, mon Dieu. Écoute, si les États-Unis quittent l'OTAN, eh bien, ils pourraient t'envahir. Le Groenland, par exemple, c'est un petit exemple. Et voyons, comment tu lui dis non? La famille, trop de choses en tête, trop d'idées, et il faut se reposer. Allons-y avant qu'ils ne lancent des missiles, que les alarmes sonnent et que tous aillent dans vos bunkers. Très bonne soirée famille, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir supportés, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup, vraiment. J'espère que cette émission vous apportera un peu de lumière sur la situation militaire en ce moment dans le détroit d'Ormuz, sur l'île de Kar, et qu'elle sera bénéfique pour l'avenir. Quand cela arrivera, revenons-y pour le revoir, pour voir si nous nous sommes trompés ou si nous avons eu raison. J'espère que ce sera le cas. Salut, très bonne nuit.